On a tous cette petite voix dans la tête, non? Celle qui nous dit ça, c'est bien » ou oula, non, ne fais pas ça ». Notre conscience morale. Mais la question c'est, est-ce que ma petite voix, elle dit la même chose que la vôtre? Et surtout, est-ce qu'elle dit la même chose qu'une petite voix à l'autre bout du monde, où il y a 500 ans? En gros, la morale, est-ce que c'est un logiciel universel, installé en nous à la naissance, ou c'est une application qu'on télécharge selon notre culture? C'est exactement la tension au cœur de l'analyse qu'on explore aujourd'hui, un dossier philosophique très dense de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et ce qui est vertigineux, c'est que les deux options semblent à la fois vraies et fausses. C'est ça qui est fou. Le dossier s'ouvre sur un paradoxe brutal. L'histoire humaine est un catalogue d'horreurs, on parle de sacrifices d'enfants, de la Shoah, des choses qui semblent anéantir toute idée de morale commune. Et en même temps, l'interdiction de tuer un membre de sa propre communauté, c'est probablement la règle la plus partagée de toute l'histoire de l'humanité. Comment on tient les deux bouts? C'est tout l'enjeu. Notre objectif, c'est de plonger dans ce paradoxe. On va explorer les deux grandes hypothèses. D'abord, celle d'une morale universelle, qui nous unirait tous. Et ensuite, celle d'une morale purement relative, construite par chaque société. Et on va voir si on peut les réconcilier. Et surtout ce que cette tension nous apprend sur des événements extrêmes comme l'Holocauste, en s'appuyant sur des travaux d'historiens comme Christopher Browning ou Daniel Goldhagen. D'accord. Alors, la première piste, la plus intuitive, on va dire, c'est de se dire qu'au fond, on a tous le même socle moral. L'idée d'une morale universelle. Et visiblement, on n'est pas les premiers à y penser. Non, c'est une des plus vieilles quêtes de la philosophie. Pour Platon, dans l'Antiquité, le bien, ce n'est pas une opinion. C'est une vérité absolue, une forme parfaite, éternelle, un peu comme un soleil qui éclaire tout. La justice ou le courage, pour lui, ne seraient que des reflets de ce bien universel. Et son élève, Aristote, il est un peu plus terre-à-terre, si je me souviens bien. Oui, pour lui, le but commun à tous les êtres humains, c'est le bonheur, ce qu'il appelle le daimonia. Et pour y arriver, il n'y a pas 36 chemins, il faut cultiver des vertus. Le courage, la prudence, la justice. Pour lui, ce ne sont pas des préférences culturelles, mais les ingrédients indispensables d'une vie humaine réussie, où qu'on soit. Et puis on fait un bond de plusieurs siècles, et on arrive au philosophe allemand Emmanuel Kant. Et là, l'approche est complètement différente. C'est beaucoup plus logique presque. Presque mathématique, oui. C'est le test de l'universalisation. Son fameux impératif catégorique dit, en substance, n'agis que si tu peux vouloir que ta règle d'action devienne une loi universelle. C'est ça. En gros, avant de faire un truc, demande-toi, et si tout le monde faisait pareil, tout le temps? Si la réponse est « ce serait le chaos », alors ton action est immorale. Exactement. Pour lui, tu ne tueras point, ce n'est pas un conseil, c'est une loi logique absolue. Et il n'y a pas que les grands philosophes. Adam Smith aussi, non? Tout à fait. Et c'est intéressant parce que lui, on le connaît plus comme économiste. Pour Smith, le fondement de la morale, c'est la sympathie. Aujourd'hui, on dirait l'empathie. C'est cette capacité à imaginer ce que l'autre ressent, à se mettre à sa place. Ah, c'est intéressant. Donc, avant même la grande raison de Kant, il y aurait quelque chose de plus, viscéral. Une capacité innée à se connecter à l'autre. C'est presque une base biologique de la morale. C'est ça l'idée. Et pour Smith, cette capacité est universellement partagée par l'humanité. C'est le ciment de nos sociétés. Ce qui est frappant, c'est que malgré leurs différences, ils cherchent tous un point d'ancrage non négociable pour la morale. Que ce soit une idée parfaite, le bonheur, la logique ou même notre empathie. C'est une excellente synthèse. Et cette quête, elle n'est pas que philosophique. On en voit la trace dans les cultures du monde entier. Prenez la compassion. Dans le bouddhisme, c'est le concept de karuna. Et c'est un désir actif de voir les autres libérés de leur souffrance. C'est un écho direct au aime ton prochain chrétien. Et l'interdit du meurtre, on le retrouve partout. Des 10 commandements au loin hindou. Attendez, quand on parle de Platon, Aristote, Kant, Adam Smith, on est en plein dans le greatest hit de la philosophie européenne. Est-ce qu'on n'est pas simplement en train de prendre notre propre histoire pour une vérité universelle? C'est la critique la plus puissante. Et elle nous fait basculer vers la deuxième grande hypothèse. C'est l'argument central du relativisme culturel. Des anthropologues, comme Clifford Geertz, expliquent que la morale n'est pas un logiciel universel, mais un tissu de signification que chaque culture tisse différemment. Vouloir trouver une morale unique, c'est risquer de tomber dans ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, si je comprends bien, c'est un peu comme juger un match de foot avec les règles du rugby.
en pensant que les règles du rugby sont les seules valables. On applique sa propre grille de lecture au monde entier. C'est exactement ça. Et cette idée que la morale est une construction locale, elle a aussi ses grands penseurs. D'accord. Alors, si on accepte cette critique, ça ouvre une porte vertigineuse. Et si la morale n'était rien d'autre qu'une construction locale, un produit de notre environnement? C'est la thèse de penseurs qui ont regardé la société comme un mécanisme. Spinoza, dès le XVIIe siècle, disait que des règles comme le sabbat n'ont rien de divin ou d'universel. Ce sont des outils politiques pour souder une communauté. La morale devient une technique de gouvernement. Et c'est une idée qui va être développée bien plus tard par les sociologues, j'imagine. Oui, Émile Durkheim, le père de la sociologie française, va plus loin. Pour lui, la morale est un fait social. Ce qu'on ressent comme notre conscience intime n'est en fait que l'écho de la pression du groupe. L'exemple qu'il prend est saisissant, le suicide. On pourrait croire que c'est l'acte le plus personnel qui soit. Or, Durkheim montre, statistiques à l'appui, que les taux de suicide varient systématiquement selon la religion ou le statut marital. Ah oui, c'est vrai. C'est donc bien la force du lien social qui est en jeu. Exactement. Et plus récemment, le philosophe Michel Foucault a porté cette idée à son paroxysme. Pour Foucault, la morale, c'est un instrument de pouvoir, de dressage. Les institutions, l'école, l'armée, la prison nous inculquent des normes, pas pour nous rendre meilleurs, mais pour produire des corps et des esprits dociles, utiles au système. La morale sur la sexualité au XIXe siècle n'est pas la même qu'aujourd'hui, non pas parce qu'on est devenu plus éclairé, mais parce que les stratégies de pouvoir ont changé. Mais est-ce que c'est si simple? Quand Foucault dit ça, est-ce qu'il ne nie pas le fait que les gens croient sincèrement à ces règles? Ce n'est pas juste de l'obéissance passive. Il y a une conviction, non? C'est une excellente objection. Foucault répondrait que le pouvoir est d'autant plus efficace qu'il se fait oublier. On intériorise les normes au point de croire qu'elles viennent de nous. On devient nos propres surveillants. Et les exemples de ces variations culturelles sont innombrables. Le dossier en cite deux, très forts, la polygamie, qui est ici considérée comme une trahison, et dans d'autres sociétés, un marqueur de statut. Ou la peine de mort. Pour certains, c'est un acte de justice, pour d'autres, une barbarie. La même action, deux jugements moraux opposés. Exactement. Ça montre bien à quel point notre jugement est dépendant du tissu de signification dans lequel on baigne. Mais alors, ça devient impossible de juger quoi que ce soit? Si tout est relatif, si chaque morale se vaut, on doit donc accepter l'esclavage, les mutilations génitales, en disant « Ah, mais c'est leur culture ». Ça me paraît intenable. C'est le piège mortel du relativisme absolu. Il se contredit lui-même. Affirmer que toute vérité est relative, c'est une affirmation qu'on présente comme absolument vraie. Si on pousse cette logique, on ne peut plus défendre des principes comme les droits de l'homme, qui se veulent universels. On tombe dans un tout se vaut qui paralyse toute critique. Ok, donc on est coincé. D'un côté, un universalisme qui ressemble à de l'impérialisme occidental. De l'autre, un relativisme qui nous paralyse moralement. Comment on sort de là? Le dossier suggère une troisième voie, une tentative de conciliation qui est fascinante. C'est l'idée qu'il existerait peut-être un principe moral minimal, une sorte de plus petit dénominateur commun à l'humanité. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ou la version positive, traite les autres comme tu aimerais être traité. Et à imaginer la place de l'autre. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'on retrouve ce principe, sous des formes diverses, dans quasiment toutes les civilisations. Oui, le dossier donne des exemples incroyables. Chez Confucius, en Chine, 500 ans avant notre ère, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Dans l'hindouisme, ne cause pas à autrui une peine que tu ne voudrais pas qu'on t'inflige. On le retrouve dans un hadith de l'islam. Aucun de vous ne croit véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. On peut même dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne fait que traduire ce principe dans un langage juridique moderne. C'est une idée très séduisante. On aurait enfin trouvé notre socle commun, mais j'imagine que c'est pas si simple. Effectivement, cette règle a ses limites. Des penseurs postcoloniaux font remarquer qu'elle est très centrée sur l'individu. Traite les autres comme je voudrais être traité. C'est une vision très occidentale. Dans beaucoup de cultures, la priorité n'est pas l'individu, mais l'harmonie du groupe. Ah, je t'avais jamais vu ça comme ça. L'idée que le jeu est au centre, c'est vrai que c'est très occidental. Précisément. Et l'autre limite, immense, c'est que la règle d'or semble voler en éclats dans les situations extrêmes, comme la guerre. Quand il s'agit de la survie de son groupe, la réciprocité s'arrête net à la frontière. L'ennemi n'est plus un autre moi-même, il est une menace à éliminer. Et ça nous amène au cas le plus terrible, le test ultime pour toute morale.
la Shoah. Comment un principe aussi fondamental a-t-il pu être pulvérisé à une échelle industrielle? C'est le point le plus sombre et le plus complexe du dossier. Et il avance une hypothèse qui fait froid dans le dos. Et si les nazis n'avaient pas simplement violé la règle d'or, mais l'avaient pervertie? Perverti, c'est-à-dire? Ils ne l'ont pas juste oubliée, ils l'ont retournée contre elle-même. C'est l'idée. Le principe de réciprocité n'a pas été aboli. Son champ d'application a été radicalement rétréci. La règle, traite ton prochain comme toi-même, était toujours valable, mais le prochain ne désignait plus que les membres de la race aryenne. Tous les autres, les Juifs, les Slaves, les Roms, ont été exclus de la communauté humaine. Ils n'étaient plus des autres soi-même. Dans cette logique monstrueuse, les exterminer n'était plus un meurtre, mais un acte de purification, un geste de protection pour son propre groupe. Donc, dans cette vision tordue, appliquer la règle d'or à son groupe impliquait de détruire ce qui était perçu comme une menace. C'est absolument terrifiant. C'est terrifiant parce que ça déplace le problème. Le dossier s'appuie ici sur les travaux de Christopher Browning. Dans son livre Des hommes ordinaires, il étudie un bataillon de policiers allemands, des pères de famille sans histoire, qui sont devenus des tueurs de masse. Il montre que la plupart n'étaient pas des sadiques. Ils ont basculé sous l'effet de la pression du groupe, la loyauté, l'obéissance. Leur morale individuelle a été anesthésiée. C'est le mécanisme effrayant que les expériences de Stanley Milgram sur la soumission à l'autorité ont mis en lumière. Des gens normaux qui peuvent infliger des chocs électriques mortels à un inconnu, juste parce qu'un homme en blouse blanche leur dit de continuer. Exactement. Et à ça s'ajoute l'analyse d'historiens comme Daniel Goldhagen, qui insiste sur un facteur plus culturel. Pour lui, le cas allemand est spécifique à cause d'un antisémitisme éliminationniste profondément ancré dans la culture qui aurait rendu l'extermination pensable. On a donc une combinaison explosive, une prédisposition culturelle et des mécanismes situationnels surpuissants. C'est une idée terrible. Parce que ça veut dire que les bourreaux ne se voyaient pas comme des monstres sans morale. Ils pensaient agir au nom d'une autre morale, une morale exclusive, meurtrière. C'est beaucoup plus effrayant qu'une simple absence de morale. Ça me fait penser à des choses qu'on voit même dans le monde animal. Le dossier fait ce parallèle, oui. Il évoque les travaux de Jane Goodall sur les chimpanzés. Au sein d'un même clan, le meurtre est un tabou, il y a de l'entraide, de la coopération, mais entre clans rivaux, c'est la guerre totale, des patrouilles pour tuer les membres des groupes voisins. Le tabou s'effondre à la frontière du groupe. Ce qui suggère que cette tendance à limiter notre empathie à notre endogroupe, notre famille, notre tribu, notre nation, pourrait avoir des racines évolutives très, très profondes. La solidarité interne et l'hostilité externe comme deux faces de la même médaille. C'est l'hypothèse troublante. Notre morale serait, par défaut, une morale de groupe avant d'être une morale d'espèce. Et les grandes constructions universalistes, comme les droits de l'homme, seraient en fait des efforts culturels et intellectuels constants pour lutter contre cette pente naturelle. Donc, si on fait le bilan, on part de la question universelle ou culturelle? Et la réponse, c'est que c'est bien plus compliqué. Il semble y avoir une sorte de fondation morale commune, cette intuition de la réciprocité, la règle d'or, mais cette fondation est incroyablement fragile. Elle est constamment déformée, rétrécie, pervertie par la culture, la pression sociale, le pouvoir et peut-être même nos plus vieux instincts. C'est la conclusion la plus probable. Les grandes atrocités de l'histoire ne sont peut-être pas la preuve que l'homme est un loup sans morale. Elles sont la preuve, bien plus glaçante, que l'homme est un animal social capable de définir arbitrairement qui fait partie de sa meute et qui doit être chassé. C'est une démonstration de notre capacité à redéfinir le prochain pour justifier l'injustifiable. On combine des facteurs culturels, situationnels et peut-être même innés. C'est une conclusion qui rend modeste sur la solidité de notre propre conscience morale. Tout à fait. Et le dossier se termine sur une pensée provocatrice qui est une véritable claque. Il la formule ainsi. La question n'est plus de savoir si on vous disait de sauter par la fenêtre, le feriez-vous, mais plutôt et si tous les autres sautaient par la fenêtre, le feriez-vous? Probablement.